Quand tout s'effondre et que la planète dit stop, que le monde s'arrête et que les prédictions des collapsologues se réalisent, que reste-t-il ? Un retour à la Terre. Tel est le scénario imaginé par le réalisateur Nicolas Vanier pour son dernier film. Une comédie intitulée C'est le monde à l'envers est elle aussi le sujet développé par l'ingénieur écologue Philippe Dubois dans son livre Récit Denise. Et par le prisme de leur terroir familier, du Morvan au Cantal, c'est l'occasion d'une réflexion plus globale sur la crise climatique, sur la santé de la Terre et sur le devenir du monde paysan et de l'humanité, on peut le dire en général. Avec nous pour se projeter vers demain, Nicolas Vanier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aventurier, photographe, cinéaste, écrivain. On pourrait rajouter d'autres choses, je pense. Non ? Cueilleur de champignons. Aussi, voilà. Votre dernier film, C'est le monde à l'envers, est tiré de votre roman éponyme paru aux éditions XO. Et il sort au cinéma, une comédie pour sensibiliser aux questions climatiques et environnementales. Et avec nous également Philippe Dubois. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Vous êtes écologue, ornithologue, écrivain naturaliste. Votre dernier livre, Denise, est édité chez Delachaux-Niestlé et il part de la vie d'une personne que vous connaissez bien, on va en prendre la mesure, une auvergnate de 96 ans, pour donner à réfléchir justement sur ce qu'est devenu le monde de la Terre. Bienvenue à vous deux et à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar avec la collaboration de Lily Cornaer, Vanessa Chang et celle des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Ruben Karmazine. 800 câbles pour des vaches, tu te fous de moi ou quoi? Où tu vas toi? J'ai rendez-vous avec le potelan. Ah d'accord. Non, c'est beaucoup trop cher. Hello la team. Allez, c'est le dîner aujourd'hui. Un bear market, on s'active, on se bouge, on s'énerve. On s'énerve. Qu'est-ce que ça dit Tokyo? Je te rappelle que tu t'es engagé à investir dans des terres agricoles pour pas perdre ton green label. D'accord, mais ça on s'en fout, non? Éthiquement oui, fiscalement non. Ah oui, ah bah oui, vu comme ça, forcément ça m'intéresse. Allez, vous me milquez la vache jusqu'à la dernière goutte aujourd'hui. Vous surveillez bien toutes les données. Tiens, regarde. Regarde comme ça baisse ici. Ça, tu m'en achètes un paquet, toi aussi. Tiens, regarde-moi le fichier numéro 4, un vrai trésor. Ouais, mais pourquoi tu me prends la tête avec ça aujourd'hui? C'est à cette heure-là que t'arrives, toi? T'as envie de mourir un jour comme aujourd'hui? Une forêt de 350 hectares. Que du chêne et beaucoup de charme. Ah, t'es là? Ouais, mais tu sais, moi, le charme, je m'en fous. Ce qui compte, c'est la rentabilité. Oui, non Stan, le charme c'est un arbre. Ah. Combien les JSX? 955. C'est encore un peu élevé. Crois-moi, diversifie Toi tes aussi, mets-toi actifs. sur les JSX. L'avenir c'est l'agricole. Ouais. Et tu verras là-bas, il y a un dossier papier, la ferme de la Ronce. Bonjour, Stan. Je l'ai laissé à Donna. Ouais. Et j'ai acheté. Ah bah d'accord, maintenant il achète sans me demander mon avis. Je me remercieras. Oui, bah je te laisse driver, mais vas-y mollo quand même. 4 ou 5 fermes, pas plus, j'ai pas envie de devenir exploitant agricole. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut que je signe? Extrait de votre dernier film, Nicolas Vanier, C'est le monde à l'envers, c'est son titre. Alors votre parcours, vos réalisations ont montré votre attachement à l'environnement et au vivant qui le peuple, de la Sologne au Grand Nord, nous y reviendrons. Aujourd'hui, vous proposez donc ce film qui porte de nombreux messages pour le monde de demain. Alors première question, pourquoi d'abord ce choix de passer par la comédie ? J'y tenais absolument parce qu'effectivement, je traite là d'un sujet grave, en tout cas dans le début du film, et que je trouve déjà qu'actuellement, on parle beaucoup trop négativement de toutes ces questions-là. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous parle beaucoup d'un monde demain où il va falloir se restreindre, où on va moins bien vivre, soi-disant, alors même que je suis persuadé que si on utilise toutes les solutions qui sont à notre disposition, et il y en a beaucoup, c'est pas du tout une question de capacité, mais uniquement de volonté, on vivra, je pense, dans un monde où on vivra mieux. Certes avec un petit peu plus de sobriété, un petit peu moins de gaspillage, où on ira peut-être un petit peu moins vite, mais où on sera définitivement, je le pense, plus solidaire, où on partagera plus, où on sera plus heureux. C'est le monde que j'imagine pour demain. Et donc j'avais envie que ce film soit aussi un message véhicule, en tout cas un message d'espérance, parce que ce film, il traduit une inquiétude, bien sûr, qui est la mienne, qui s'est construite au travers de tous mes voyages, de cet amour de la nature que j'ai, mais qui traduit aussi une espérance, qui est qu'on fabrique un monde qui soit
viable, hein, et même plus que viable, heureux pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça. En résumé, peut-être pour nos auditeurs, quel est le scénario du film, rapidement? Si je dis le monde s'effondre, une crise climatique, économique, plus d'électricité, plus d'internet, essence, eau, tout manque. C'est l'histoire d'un trader à la base. Bah, c'est quelqu'un qui se croit à l'abri de tout parce qu'il a 50 millions d'euros sur son compte. Mais 50 millions d'euros, c'est une ligne électronique qui disparaît aussi vite qu'Internet. Et donc, du jour au lendemain, en l'espace de quelques heures, eh ben, plus d'Internet, c'est plus d'avion, c'est plus de train, c'est plus de feu rouge, c'est plus rien, tout est bloqué. Et donc, pour un Parisien qui est ce trader, la seule solution pour pouvoir vivre, survivre, trouver de l'eau, trouver à manger, c'est de prendre son vélo électrique avec la batterie, bien évidemment, qui va vite tomber en panne, et essayer de rejoindre une ferme qu'il a achetée pour diversifier ses actifs. Vous savez, c'est un mot très à la mode. Oui. Et c'est la confrontation avec un monde paysan qui le reçoit comme on peut l'imaginer. Eh oui, il part avec sa femme et son fils, écolo, Génération Climat, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, un film tourné dans le Morvan, dont vous aviez des souvenirs précis depuis l'époque de votre jeunesse, hein, si je ne me trompe pas. Un lieu qui a répondu à vos attentes, parce que vous êtes de la Sologne depuis gamin, avec cette maison familiale qui était celle de votre grand-père. Quand j'ai écrit ce film, je me suis souvenu de mon enfance dans le Morvan, de ces forêts, de ces collines, de toutes ces haies, un territoire qui a échappé notamment au remembrement, avec ces rivières, ces lacs. Et donc, j'y suis retourné le temps d'un week-end et j'ai décidé d'écrire ce film sur cette belle toile de fond qui est le Morvan, où on a été en plus merveilleusement accueillis. Alors on peut préciser, Nicolas Vanier, que vous avez aussi des comédiens formidables pour ce film-là. Michael Youn, François Berléand, Yannick Noah, Valérie Bonneton. Barbara Schulz et compagnie. Oui. Alors Philippe Dubois, de votre côté, c'est par le récit d'une vie de peu, celle de Denise, que vous avez choisi d'interpeller les lecteurs sur l'état de nos relations avec la nature et sur le modèle agricole actuel et ses effets sur la biodiversité et l'humain, avec le Cantal comme horizon. Cette femme, vous la connaissez depuis que vous avez 6 ans. Elle est née en 1928. C'est ça. Elle est rentrée un bon bout de temps maintenant dans sa 97e année et elle est toujours vive et on aimerait pouvoir en dire la même chose si on atteint son âge. Et elle nous donne aussi des leçons. Elle prétend pas les donner, mais grâce à votre livre et votre récit, on sent bien ce qu'elle nous transmet. La Planaise de Saint-Flour, ça c'est le village dans lequel se trouve votre maison familiale, dans le Cantal, Philippe Dubois. Et elle, Denise, elle est née à Salcrus, sur la commune de Saint-Georges. Alors vous dites de façon un peu malicieuse dans le livre, sur la commune de Saint-Georges, donc Salcrus, c'est à égale distance entre le pôle Nord et l'Équateur. Elle qui n'a pas fait plus de 30 km peut-être dans sa vie, 50. Plus. Elle est quand même allée 2 fois dans sa vie assez loin, puisqu'une fois elle est allée à Clermont-Ferrand et puis l'autre fois elle est allée à Saint-Étienne. Voilà, elle n'a jamais vu la mer, Paris, elle l'a jamais vu non plus, elle n'y est jamais allée et elle me dit qu'elle s'en porte très bien. Et donc ces paysages-là vous disent aussi quelque chose, parce que vous nous les décrivez, un terroir auvergnat, vous avez ces souvenirs de labour, de ramassage de foin, de traite des vaches avec les copains du village, et puis le sentiment que rien n'y a changé, et pourtant. Voilà, moi j'ai j'ai connu la toute fin de cette paysannerie qui s'est éteinte, on va dire, à la fin des 30 Glorieuses, et j'ai vraiment assisté à son chant du cygne. Et ce qui m'a frappé autour de Denise, c'est pas une biographie, c'est juste un fil rouge. En fait, ce qui est frappant quand on se promène dans cette Haute-Auvergne, et on peut d'ailleurs, c'est dans d'autres régions de France, c'est qu'on a l'impression que rien n'a bougé. Le paysage est toujours là. Les forêts, les prairies sont toujours vertes, le ciel est toujours bleu. Donc, c'est un peu cette image de carte postale qui est véhiculée si vous promenez dans les couloirs du métro. La Bretagne, ça vous gagne. Les Alpes, c'est merveilleux. Donc, c'est toujours ces images d'Épinal qui font rêver. Mais quand on creuse un tout petit peu, en fait, on s'aperçoit que
le décor est toujours là, mais les acteurs, c'est-à-dire tout ce qui est le vivant, La biodiversité, la les biodiversité est écosystèmes. en train de disparaître. Donc c'est un théâtre sans acteurs, ce que j'appelle dans mes livres l'écologie du vide. C'est-à-dire qu'en fait, quand on creuse un peu, on ne trouve presque plus rien. Et alors, vous avez aussi cette réflexion au début de votre livre sur la production littéraire, sur la crise climatique et la biodiversité. La production littéraire sur ces sujets est devenue pléthorique. Moi-même, je m'y suis modestement essayée, mais finalement, que produit-on? Des ouvrages hors sol, assez loin de la réalité du terrain. Nous sommes hors sol, pour vous aussi, Nicolas Vanier? On fait de la culture hors sol, on fait de l'élevage hors sol, on fait de la pisciculture hors sol. Et donc, ça m'amuse. De quoi ça m'amuse? C'est triste d'entendre ce terme employé pour la littérature. Non, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, le WWF vient de publier un rapport qui nous dit que près de 80% des effectifs des espèces animales ont disparu en 40 ans. Vous imaginez? On a un tiers des oiseaux qui ont disparu du ciel européen. Normalement, malheureusement, le second tiers va disparaître. Donc finalement, la question est de savoir si on a envie que nos petits-enfants puissent entendre au printemps des oiseaux chanter, ou alors est-ce qu'on sera obligé de leur passer des chants d'oiseaux enregistrés à une époque où il y en avait encore. On est rendu à ce moment où il y a vraiment, il me semble, un choix à faire qui est aussi simple que celui-ci. Est-ce qu'on continue à danser sur le bateau et on va se couler, ou alors, et dans ce cas-là, on fait plus d'enfants, ou alors est-ce qu'on continue, et c'est ce que je souhaite, mais on change. On sent que le mouvement, justement, chez des plus jeunes, de ne pas faire d'enfants est en marche. Hein. Il est plus qu'en marche. Hein. Oui. Je lisais un sondage qui nous dit qu'à peu près un quart des jeunes couples s'interrogent. Et ce chiffre, je trouve, il est terrible. Il devrait nous interpeller au point que nous devrions tous changer nos habitudes. Peut-être pas, en tout cas, suffisamment de prise de conscience dans la société de ce qui se profile. La crise climatique, l'effondrement d'un monde internationalisé, dépendant de l'informatique, du tout connecté, c'est ce que vous nous montrez dans votre film, Nicolas Vanier. Un risque réaliste peut-être, d'ailleurs, parce que bon, le grand bug, on l'attendait pour le 2000. La prise de conscience, elle est là, mais on s'en fiche de la prise de conscience. Qu'est-ce que la prise de conscience va changer aujourd'hui? Il faut que cette prise de conscience, elle se transforme en action. Et c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez, les ours polaires, mes amis nomades éleveurs de rennes, ils en ont rien à foutre de notre prise de conscience. Excusez-moi du terme, mais il faut qu'on se bouge, qu'on change. Et en l'occurrence, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment pas si compliqué. C'est pas compliqué, c'est vrai. C'est même très, très facile, sauf que, parce qu'il y a un gros sauf que, c'est que qui dit changement dit stress pour le cerveau. Et l'homme déteste les bouleversements. C'est une façon... voilà. C'est donc, on a un comportement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pare-feux d'emblée. C'est-à-dire qu'on va chercher les comportements les plus automatiques et les plus rassurants. On sait pertinemment... C'est interne au mécanisme du cerveau, hein, c'est voilà. ça? On sait pertinemment ce qu'il y a à faire, mais on préfère faire l'autruche plutôt que de changer, parce qu'on a peur. On a peur de ce changement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont trop abstraites, qui sont trop lointaines pour nous, on pourra y revenir, qui fait qu'aujourd'hui, on est comme le cheval devant l'obstacle. Il y a un refus d'obstacle. On sait exactement ce qu'il faut faire, mais on voit bien les hommes politiques aujourd'hui qui en parlent de moins en moins, de cet environnement, de cette écologie. Et on a très peur de passer maintenant à la vitesse supérieure qui est, comme le disait Nicolas Vanier, ce changement. Le changement, il nous fait trop peur. Donc, tant que notre cerveau émotionnel n'aura pas été mis en route, celui qui fait peur, eh bien, nous ne bougerons pas. C'est pour cette raison que j'insiste sur le fait qu'il faut expliquer combien ça va nous apporter de positif. Parce que quand on a peur d'un obstacle, c'est qu'on a peur de ce qu'il y a derrière. Et donc, il faut rassurer en citant des exemples qui sont très heureux. Alors justement,
parlons des messages que vous diffusez, et l'un et l'autre. L'un dans votre film, Nicolas Vanier, et puis l'autre, du côté du récit Denise, Philippe Dubois. On sent que vous questionnez aussi la modernité, le superflu, les deux mondes aussi. J'ai envie de dire le monde des villes, le monde des champs, celui aussi de ceux qui parcourent le monde et ceux qui n'ont quasiment pas bougé de chez eux, ou presque comme Denise. Et puis cette question de la richesse, de l'économie. Dans votre film Nicolas Vanier, il y a ce fameux personnage Dédé, le SDF, victime des affres de la vie, mais qui vit heureux. En fait, il a été enfant de la DAS et puis il a trouvé dans Paris un petit coin idéal. Vous avez senti ce besoin de montrer qu'aller face à ces traders ou ce monde de l'ultra richesse, le peu générait peut-être plus de bonheur. J'ai rencontré Dédé. C'était il y a 40 ans et c'était dans un espèce de terrain vague coincé entre deux maisons dans lequel il y avait beaucoup d'arbres qui avaient poussé, un problème d'héritage et il vivait là et je passais des moments extraordinaires avec cette personne qui allait pêcher dans la Seine, qui piégeait des pigeons, qui était copain avec tout le monde, rendait des services à tout le monde. Il avait rien, au sens qu'on accorde au verbe avoir, absolument rien. Il avait un petit potager. Et donc, voilà, sans tomber dans des excès qui sont faciles, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup trop conjugué le verbe avoir. C'est avoir toujours plus. On en voit toutes les conséquences déjà, toutes les limites, les conséquences qui ne sont pas d'ailleurs que environnementales. Et il est important aussi de savoir conjuguer le verbe être. C'est ce qu'on a vraisemblablement un petit peu oublié depuis un rien de temps, parce qu'on parle là de 40 ou 50 ans, ce qui à l'échelle de l'humanité est rien du tout. C'est un grain de sable sur une plage. Et c'est d'ailleurs passionnant que de s'interroger sur cette espèce quand même quelque part de folie qui s'est emparée exponentiellement de l'homme depuis pas très longtemps. Et c'est passionnant aussi de s'interroger aujourd'hui, effectivement, sur cette problématique, sur cet avenir qu'il faut dessiner, qui doit être différent. Philippe Dubois, cette économie du peu que vous racontez, la sobriété qui a été celle de toute une vie. Denise, c'est vraiment l'exemple parfait. Alors, bien sûr, il faut peut-être dire que dans cette après-Deuxième Guerre mondiale, et on va parler de ce que ça a généré aussi comme transformation, mutation du monde agricole, mais il y a eu un peu plus de modernité pour certaines fermes qui pouvaient gagner un peu en modernité. Mais Denise, la sobriété, accepter cette non-abondance, ou c'est vraiment ce modèle que vous prenez peut-être aujourd'hui ou sur lequel vous avez envie de nous faire réfléchir? Oui, enfin, bien sûr. Simplement, on sait pertinemment qu'on ne peut pas revenir comme vivait Denise il y a 70 ans. On ne va pas revenir à la lampe à pétrole. Mais moi, ce qu'elle m'apprend, cette femme, c'est que on peut effectivement se départir de beaucoup de choses. On peut notamment, par exemple, se départir d'un fléau qui nous grignote, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le temps court qui prévaut en permanence sur le temps long. Or, l'environnement, la nature, l'évolution des espèces, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'on va complètement à contre-courant de l'évolution naturelle du vivant. C'est-à-dire que on court après l'information, plus l'information, etc. Donc, tout est immédiat, alors qu'on devrait faire une pause, véritablement une pause. Je pense que d'ailleurs, la nature, tôt ou tard, nous imposera cette pause. Mais pour l'instant, on est quand même dans cette course effrénée. Et puis, pour revenir un petit peu, juste pour prolonger ce que disait Nicolas, c'est que il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est que l'espèce humaine, Homo sapiens, son nom qui veut dire l'homme sage, qui se met en haut de toute pyramide, c'est quand même, quand on y pense, la seule espèce au monde, sur le 1,7 million d'espèces décrites, la seule espèce au monde qui s'acharne à s'autodétruire, c'est ça? À détruire son environnement. Oui. Il n'y a pas une espèce qui aurait l'idée, entre guillemets, de détruire le milieu naturel dans lequel elle vit, elle prospère. Et d'épuiser la terre, et avec les intrants chimiques, avec... On parlait du hors-sol, très bien, mais la terre... sans les vers de terre, il n'y a pas d'agriculture. Voilà. Alors justement, donnons un exemple du côté du Cantal à Saint-Flour, un exemple d'initiative restauratrice avec ce reportage diffusé sur France 3 le 12 juillet 2018.
Les agriculteurs du Cantal ne sont pas devenus fous, ils ne font pas les foins avec une moissonneuse-batteuse, ils récoltent des graines. Cette prairie naturelle a été choisie pour la variété des espèces qu'elle abrite. Ça, c'est un mélange qu'on vient de récolter à la moissonneuse-batteuse. On retrouve majoritairement des graminées. Donc là, on retrouve la fétuque élevée, la cnossie d'Auvergne, la renoncule. Ces graines vont être triées et serviront à ensemencer d'autres parcelles de prairies atteintes par la sécheresse ou dévastées par les campagnols terrestres, les fameux râteaux-pieds. On a un contexte aussi ici bien présent, c'est le campagnol terrestre qui pullule de plus en plus aussi, qui a des pics de pullulation de plus en plus répétés, qui font des gros dégâts. Et en fait, utiliser cette semence permettra de boucher les trous quelque part, de mieux régénérer la prairie plus rapidement. C'est une expérimentation menée à l'initiative de la communauté de Saint-Flour et de quelques partenaires. Elle vise à permettre l'utilisation de semences locales pour régénérer les prairies. Quand on fait venir des graines qui viennent de lieux de production de basse altitude, même des fois de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout du monde, on a des graines qui ne sont pas adaptées et une génétique qui est complètement différente et qui va s'hybrider avec les espèces locales. Et on va perdre la typicité de nos prairies locales, quoi. France Culture, de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. On l'aura compris déjà dans les propos de Nicolas Vanier qu'en quelques décennies, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vraiment précipité beaucoup de choses. Philippe Dubois, cette mutation, cette transformation du monde agricole après la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez aussi vu et entendu par le témoignage aussi de Denise. On entend ces initiatives-là, c'est revenir aux semences peut-être même d'autrefois. Là, on parle des prairies naturelles, mais on voit bien qu'il y a cette question-là de la terre épuisée et puis des semences qu'il faut sans cesse racheter. Oui, alors effectivement, il y a un des principes fondamentaux de l'écologie en tant que science, c'est que plus la biodiversité est riche, plus les milieux naturels sont capables de résister à toutes les agressions. Donc, si vous appauvrissez un milieu, fatalement, vous rendez l'ensemble des écosystèmes faibles. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que par rapport aux agriculteurs, aux paysans, on est dans une situation où ils sont vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Il ne faut pas leur jeter la pierre systématiquement. Non, bien sûr. On leur demande d'être de plus en plus... Un des secteurs les plus touchés par le taux de suicide, le mal-être, le mal-vivre, bien évidemment. Absolument. On leur demande donc d'être de plus en plus productifs, d'utiliser des pesticides et produits phytosanitaires qui ont des effets délétères sur leur santé, sur celui de la famille. Et en même temps, juste quelques chiffres, parce que moi je pense que c'est très important. En 2010, il y avait 500 000 exploitations agricoles. Il y en avait 390 000 en 2020. On estime qu'il y en aura 275 000 en 2030. Donc moins presque 50% en 35 ans. Et dans le même temps, on est passé d'exploitation moyenne en superficie de 19 hectares à 69 hectares. C'est-à-dire que l'équation est totalement impossible. De plus en plus de grandes de plus en plus de terres pour de moins en moins de gens. Donc, quand on voit les routes du Cantal, il y a maintenant des tracteurs sur lesquels, quand vous l'avez devant vous, vous n'avez qu'une chose, c'est aller dans le premier chemin pour le laisser passer. Parce qu'il est tellement gros. Et puis, ce que vous nous expliquez aussi, c'est un changement aussi au niveau des races bovines, par exemple, mais ça vaut aussi pour les moutons. C'est-à-dire que de Froment et Acajou, le paysage bovin du Cantal, par exemple, devient pie noir et pie rouge. C'est-à-dire que dans les années 80-90, les vaches locales ont failli être rayées de la biodiversité domestique parce que elles ne rentraient pas dans les critères de rentabilité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors justement, ce qui est un point qui est plutôt positif, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité domestique est plutôt en bonne santé, en meilleure santé qu'elle ne le fut, au contraire de la biodiversité sauvage dont Nicolas rappelait les chiffres qui sont catastrophiques. Oui. Alors, il faut quand même dire qu'il y a eu pendant des années arasement des haies, perte de zones humides, destruction de bosquets, de murets, les prairies naturelles, on l'entendait dans ce reportage qu'il faut faire revivre. Plus le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique. Oui. Donc, Nicolas Vanier, un regard peut-être... Alors, il faut préciser pour nos auditeurs, on peut leur confier que vous avez été formé dans votre jeunesse au lycée agricole de Montargis, c'est que vous ne partez pas de rien, en tout cas, sur ce terrain-là, c'est que vous avez une connaissance aussi de l'évolution du monde agricole. Rien que le mot qui a été utilisé,
qui citait le nombre d'exploitations Exploitation, agricoles. exploiter. Ça veut tout dire. Moi, j'avais des bonnes notes, effectivement, à l'école, lorsque je savais calculer les doses maximum de pesticides, d'insecticides, de NPK à mettre dans un sol pour pouvoir obtenir des rendements de 100 quintaux à l'hectare. Et quand, effectivement, il était dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas jeter la pierre aux agriculteurs, loin de là, parce qu'effectivement, il y a tout un système qui a été organisé pour qu'ils puissent être le plus productif possible, avec effectivement ces crédits accordés par les banques, la complicité du gouvernement de l'époque, la politique agricole commune, ça on pourrait en parler, j'ai même écrit un livre sur ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on est face à une situation qui ressemble au titre de mon film, c'est-à-dire que c'est le monde à l'envers, parce qu'effectivement, on a des agriculteurs qui font le plus beau métier du monde, des paysans qui font le plus beau métier du monde, qui est de nourrir la population et qui se retrouvent, pour certains, avec 500 € à la fin du mois en travaillant 12 heures par jour, 7 jours sur 7, alors même que des traders, dont je parle dans le film, gagnent 100 000 € une journée en faisant des allers-retours sur le cours du blé. On est dans un monde complètement fou, complètement Et c'est dingue. cette misère que vous montrez dans le film, justement, cette misère des plus petits. Oui, avec voilà, cette séquence. C'est vrai qu'on a utilisé dans le film toutes les situations un petit peu cocasses qui nous permettaient de pouvoir en rire, mais parfois on rit jaune, comme lorsque le trader à table dit aux paysans tu gagnes 5 000 €, dis donc 5 000 € par mois, ça doit être dur de faire nourrir toute une famille. Et le paysan, après un petit blanc, lui explique non, c'est 5 000 € par an. Et là, le trader, il est juste, bien évidemment, atterré d'entendre un truc pareil. Mais c'est la réalité. Est-ce qu'on peut dire que c'est le temps des derniers paysans, Philippe Dubois? La part des actifs ne cesse de diminuer. Vous en avez fait un livre, je crois d'ailleurs, sur ces questions-là. Je pense qu'il y aura un retour de bâton. Oui, et puis retour de bâton. Ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est un point qui est plutôt optimisme, si on reste sur le volet agricole, c'est qu'on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes agriculteurs. Alors on peut dire que c'est des néo-ruraux, d'accord, etc., effectivement, qui ont souvent un bagage universitaire important, ils ont bac plus 5, qui savent gérer leur ferme comme une entreprise, mais qui ont intégré la biodiversité dans leur façon de cultiver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif. On en voit de plus en plus. Je pense, je les cite par exemple à cette association qui s'appelle Paysans de Nature, qui sont essentiellement des jeunes agriculteurs et qui ont envie vraiment. Et on s'aperçoit que les résultats sont extraordinaires. Ça marche. Mais ça marche, et ça marche très très vite. Ça marche. En quelques années, vous êtes capable de... Parce que la nature est bonne fille et résiliente. En quelques années, vous êtes capable de renverser la tendance. Donc, c'est juste une question de volonté. Il ne faut pas croire qu'ils ont des dreadlocks, qu'ils fument des joints et qu'ils font que du fromage de chèvre. Non, ils ont des exploitations de 30, 40, 60 Mais ils ne veulent plus de ce monde-là. Ils ne veulent plus de ce monde-là. Voilà. Alors, en même temps, vous parliez de la PAC, Nicolas Vanier, ce serait bien si la PAC fléchait un peu plus largement vers les petites exploitations ou vers ces initiatives-là. D'un côté, mais des initiatives positives, il y en a de plus en plus, des changements, il y en a. Moi, j'ai été tellement heureux d'apprendre qu'une personne que j'ai rencontrée pendant le tournage de Ballet Sébastien, qui conservait une race de chevaux pour débarder du bois en forêt, et il était dans une misère la plus totale parce qu'à l'époque, on débardait effectivement les gros arbres par hélicoptère. Et aujourd'hui, alors même qu'on lui proposait à l'époque 1000 € pour un cheval dressé, on lui en propose 15 000. Voilà, ça veut tout dire. Et à l'époque, cette race exceptionnelle était en train de disparaître. Et il la conservait juste par amour pour ce cheval. Et donc, ça fait partie des choses qui vous donnent un petit peu d'espoir. Et alors, ces initiatives-là, on voit aussi que certains étaient en éco-anxiété avant de choisir une autre vie. Je vous propose quand même d'écouter ce reportage sur des témoignages concernant l'éco-anxiété, parce que ça dit aussi des choses de notre société. C'est que d'un côté, il y a ceux qui ne voient pas le bout, et de l'autre côté, des exemples de ceux qui, justement, étaient dans cette situation et ont décidé de trouver, de reprendre leur vie en main. C'est un extrait de reportage diffusé sur France 2 le 31 octobre 2021. Partout dans le monde, les événements climatiques extrêmes se multiplient. Et nous assistons, impuissants, au spectacle d'une nature déchaînée. Mais que reste-t-il des images lorsqu'on éteint la télé ? Les maux de la terre peuvent-ils jouer sur notre morale au point de nous angoisser ?
Je dirais pas que je suis angoissée, mais j'ai pas envie de voir ce qui peut arriver. Je peux pas m'empêcher de me dire, mais quel monde est-ce qu'on va laisser aux générations futures? À mon échelle, je me sens un peu impuissant. Ouais. Une étude menée auprès de jeunes du monde entier confirme cette tendance. 75% jugent le futur effrayant. 45% disent même souffrir d'éco-anxiété. Un trouble désormais étudié par les psychiatres. Ils se sentent pris dans une situation de perte d'espoir vraiment quotidienne, avec beaucoup de sentiments mêlés. Donc c'est la peur, mais c'est aussi un sentiment de culpabilité, souvent très fort, un sentiment de solitude, parce qu'il y a toujours l'impression que les autres personnes ne comprennent pas ce discours-là. La peur de l'avenir pousse certains Français à prendre des décisions radicales, comme celle de ne pas avoir d'enfants. Les problèmes écologiques qui arrivent aussi, les rapports du GIEC, les derniers qui sont catastrophiques. J'ai pas envie que mes enfants grandissent dans un monde pourri qui soit catastrophique, où ils doivent avoir affaire avec les inondations, les catastrophes naturelles. L'éco-anxiété, la solastalgie, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'il y a des remèdes à cela? C'est un vrai phénomène de société et en même temps, parallèlement, on a bien compris qu'il y a aussi d'autres voies qui s'ouvrent. Nicolas Vanier? Moi, oui, effectivement, ce chiffre qu'on citait tout à l'heure de ces jeunes couples qui hésitent ou qui, pour certains, refusent, doit vraiment nous interpeller. Maintenant, je pense que ça résulte aussi d'un discours qu'on entend trop souvent, qui sont ces écolos qui, pour certains ou certaines, nous parlent que de messages qui sont, encore une fois, négatifs. Anxiogènes, alors même qu'on vit une période anxiogène, ne serait-ce qu'après le Covid, ces guerres à répétition, celle actuelle et à venir. Et je pense qu'on ne construit rien, absolument rien, sur du négatif. On ne construit que sur du positif. Les problèmes, on les connaît. Maintenant, il faut parler des solutions et de ce que l'application, encore une fois, des solutions nous amène de bien. On a, par exemple, pour ce tournage, on n'a pas eu recours aux énergies fossiles directes. On a été assez, entre guillemets, exemplaires. Est-ce que pour autant les acteurs étaient malheureux? Est-ce que pour autant les techniciens étaient malheureux? Pas du tout. Donc cet exemple c'est une éco-production avec le soutien de Sequoia. Pourrait être décuplé sur bien d'autres productions. Et voilà, lorsque j'ai eu cette initiative qui était le Grenelle de l'environnement dans les écoles, on a fait travailler des centaines de milliers d'enfants sur comment baisser l'empreinte écologique d'une classe, d'une école, voire d'un village. On a fabriqué du bonheur. Et je trouve que ce message n'est pas assez entendu et qu'il se traduit par cette éco-anxiété dont vous parliez tout à l'heure. Et oui, alors il faut préciser par rapport au film, d'ailleurs, que au film d'une manière générale, qui bascule dans l'éco-production, donc avec le soutien d'une société dédiée à la mise en œuvre des réalisations écologiques de films au cinéma. Le CNC a évolué et conditionne aussi certaines aides aux engagements éco-responsables. C'était une nécessité ? Ça me semble être plus qu'une nécessité, indispensable dans un métier où il y a beaucoup d'aberrations, beaucoup de gaspillage, alors même que, en tout cas dans le cinéma, on est tout de même dans quelque chose... qui génère beaucoup d'argent, qui doit et jusque-là du gaspillage, même de décors, on peut être dans la récup. Exemplaire. Et on doit réfléchir effectivement avec tous les chefs de poste, que ce soit la déco, que ce soit la régie, que ce soit l'éclairage. À être dans une sobriété. Comment faire? Et on fait facilement. C'est ça qui est énervant. On fait facilement. Philippe Dubois, sur la question de l'éco-anxiété, mais le fait que c'est un phénomène. Alors, vous dites dans votre livre que les naturalistes sont peut-être plus exposés que d'autres aussi au phénomène de stress ou d'amnésie écologique, c'est ça? C'est quand on est dans une détresse, une tristesse face à un paysage qui se modifie? Oui, c'est ce qu'on appelle la solastalgie. Si vous voulez, c'est la différence. La solastalgie, c'est pas quand vous avez quitté le pays, c'est quand le pays vous quitte et que vous ne le reconnaissez pas. Moi, je pense que il faut, dans un premier temps, il me semble que c'est vrai que la bascule qui va se faire, qui se fera fatalement, qu'on le veuille ou pas, elle sera compliquée, elle sera difficile.
Mais il va falloir faire des efforts d'innovation. Il va probablement... ça sera nécessaire de faire des renoncements immédiats, mais pour des gains futurs. Et un des premiers points qui me semble important pour nous, qui ne sommes pas forcément des agriculteurs, c'est qu'il faut revisiter la nature et retisser avec elle, je dirais, un lien de fraternité. Voilà. Quand vous... Réconcilier le monde des villes, le monde des champs, parce qu'on Oui. on a vraiment le sentiment que là, c'est un gap énorme, ou un fossé. de Et plus oui, en plus malheureusement. important, et sur tous les plans d'ailleurs, y compris politique. Mais je pense que se réconcilier avec la nature, c'est aller dehors, c'est prendre simplement le temps de regarder, de prendre une paire de jumelles, de prendre une loupe, de regarder le vivant. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'on comprend bien mieux l'environnement dans lequel on est, et on comprend bien mieux ceux qui sont dans cet environnement, à savoir les agriculteurs, les paysans. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut travailler avec la nature et non plus travailler contre. Et je pense que pour les agriculteurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en utilisant moins, en optimisant l'eau, en faisant attention aux haies, en évitant de mettre trop de pesticides, on peut produire tout à fait autant. Là, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INRAE, etc. Et en aidant les plus petits oui, qui ont du mal aussi. Et, oui. Qui sont souvent surendettés dans un système dans lequel ils il y a le problème de la sont PAC prisonniers. Il faudrait peut-être aussi envisager de donc une politique nationale et européenne quand même qui doit aussi prendre sa part. Allez, c'est le moment du choix musical. Et Nicolas Vanni, vous avez une chanson fétiche que vous n'oubliez pas de nous proposer et régulièrement, Leonard Cohen. By the Rivers Dark, c'est celle que vous adorez, par-dessus tout. Oui, c'est comme toujours, hein, les musiques, ça vous rappelle quelque chose. Oui. Et il se trouve que je suis incapable de monter un film sans, sur certaines séquences, mettre une musique avant que la musique soit composée par celui que j'ai choisi. Et il se trouve que sur mon premier film, Le Dernier Trappeur, j'avais effectivement posé sur une séquence cette musique dont je n'ai pas pu me séparer, même lorsque le compositeur de talent m'en a proposé, parce qu'elle correspondait parfaitement. Et je suis rentré en contact avec Leonard Cohen. Je me suis retrouvé avec lui à boire une bière dans un bar de Montréal. C'est un souvenir merveilleux. Et cette musique, du coup, elle m'a accompagné dans des voyages lorsque je traversais en traîneau à chien la Mongolie ou la Sibérie. Parce qu'il m'arrive, assez rarement d'ailleurs, j'écoute très très peu de musique dans la vie, mais il m'arrive par moments d'éprouver le besoin d'être en musique. Et cette musique m'a souvent accompagné. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau. By the river's dark, I wandered on. I lived my life in Babylon, and I did forget my holy song, and I had no strength in Babylon. By the river's dark, where I could not see, who was waiting there, who was hunting me, and it cut my lip and it cut my heart, so I could not drink from the river's dark, and it covered me, and I saw within my lawless heart and my wedding ring. I did not know, and I could not see
waiting there who was hunting me. By the river's dark. Leonard Cohen, By the Rivers Dark, et c'est De cause à effet, la suite du magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et en compagnie du réalisateur et auteur Nicolas Vanier, dont le dernier film C'est le monde à l'envers, tiré de son roman éponyme paru aux éditions XO. Donc le film sort au cinéma, et nous sommes aussi avec l'ingénieur écologue Philippe Dubois, auteur du livre Denise, édité chez Delachaux et Niesley. Nous discutons fin du monde, survie et retour à la Terre. À voir Jean-Pierre travailler dans sa ferme, on a du mal à l'imaginer passant ses journées derrière un bureau. Cet ancien cadre d'entreprise a pourtant décidé de tout plaquer pour se lancer dans l'aventure paysanne. Je suis vraiment au contact même de l'environnement, de la nature, quoi. Un lien que j'avais perdu dans mon travail, quoi. Pourtant, je travaillais dans l'environnement. Mais j'étais tout le temps derrière un ordinateur, une voiture, des chiffres. Des chiffres qu'il a troqués contre 2,5 hectares de terrain et différentes variétés de fraises, de cassis, de framboises. On est content, j'ai une belle vue. Je suis à côté de mes framboises. Je regarde mon travail, je suis vraiment satisfait. Une satisfaction également philosophique. Ce militant défenseur de l'environnement a une volonté bien précise. Être acteur d'un changement potentiel, éventuel. Tout le monde parle du réchauffement climatique. Et c'est vrai. On a bien vu cet été, on entend les informations, on entend les catastrophes. Je me suis dit, je vais essayer de montrer qu'une agriculture sur une petite échelle peut aussi exister. Son expérience, ce savoir, Jean-Pierre a décidé de le transmettre. Donc ça, c'est des poiriers. Les poiriers, ils ont été pas mal malades pendant ces 2 années. Donc faire un petit badigeonnage pour passer l'hiver, ça peut les aider à retrouver une meilleure santé. En stage à la ferme, cette éducatrice spécialisée a également décidé de se reconvertir. Je me sens plus près en fait, de mon environnement, donc je me sens plus en harmonie avec moi et avec mon environnement. C'est un moyen pour moi d'être bien, en fait, ça me fait du bien. Reportage diffusé sur France 3 le 10 novembre 2018. C'est néo-paysans, en tout cas on a tendance à les appeler de cette façon-là, l'agriculture, autre, l'agroécologie, l'agriculture biologique, ce retour à la terre et puis transmettre. C'est aussi cette façon de se réconcilier avec le monde, enfin avec la terre, j'allais dire le monde agricole, mais au-delà de ça, avec la terre. Peut-être une envie de réagir et l'un et l'autre sur ces questions-là. Nicolas Vanier. Effectivement, c'était dit tout à l'heure, quand on demande à un enfant d'où vient le lait, il y en a 1 sur 2 qui répond du magasin. Et encore une fois, ça s'est passé en un rien de temps. On avait tous encore, il y a 50 ans, un papa ou un grand-père paysan, et on avait cette relation à la nature qui est indispensable, duquel découle une certaine gratitude que j'ai tellement éprouvée. Moi, j'ai vécu un petit peu comme un homme préhistorique, parfois pendant des années, comme lorsque j'ai traversé la Sibérie, où je me nourrissais du produit de la chasse, de la pêche. Lorsque le soir, vous avez une truite qui grille sur le feu, accompagnée de rhubarbe que vous avez trouvé dans la forêt, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de dire merci. Et vous ne pouvez pas gaspiller cette nourriture. C'est un échange presque charnel. Et c'est ce décalage qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on appuie sur un bouton, il y a l'électricité, on tourne un robinet, il y a de l'eau, on va au magasin où on voit un morceau de viande sous cellophane. On veut surtout pas savoir qu'il y a eu pas loin des yeux, des oreilles, un cœur qui battait. Et je pense que cette relation qui était évoquée tout à l'heure à la nature, elle est absolument indispensable. Il faut retisser un lien pour se rendre compte effectivement que c'est une branche sur laquelle on est assis, que nous sommes en train de couper. Philippe Dubois, la terre ramène à l'humilité, au respect, à la simplicité, et on voit bien qu'on peut nourrir la planète sans tuer la terre et avec le respect justement de son vivant. Je pense, moi, quand je discute justement avec des jeunes agriculteurs, on sent bien qu'ils ont une autre approche. Ils veulent faire de la terre leur allié et ils sont tout à fait conscients des difficultés auxquelles ils doivent faire face. Mais je pense qu'ils ont véritablement envie de changer de logiciel. C'est-à-dire qu'on n'est plus essentiellement dans le quantitatif et le productiviste,
mais on peut être aussi dans le qualitatif. Ils ont bien compris qu'au 19e siècle, l'agriculture, c'était d'abord pour se prémunir de la famine. Ils ont bien compris qu'au 20e siècle, c'était surtout et avant tout des enjeux de production qui dominaient le monde agricole. Ils ont aussi envie de sauver des semences anciennes, interdites d'ailleurs. Il y a toujours des semences interdites. Ils savent qu'aujourd'hui, on découvre ça. C'est ça, au 21e siècle, en fait, il faut se prémunir de la finitude des ressources naturelles et donc de mettre en avant le côté qualitatif. Ils ont bien conscience aussi qu'il faut nourrir tout le monde. Donc, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait 100 ou 200 000 agriculteurs et agricultrices en France pour repeupler cette campagne. C'est véritablement, je vous donnais les chiffres tout à l'heure, à ce rythme-là, il y aura bientôt plus d'agriculteurs. Donc, c'est vraiment, alors là, c'est les métiers d'avenir, surtout avec cette nouvelle perspective. Ah oui, donc considérer autrement. Ce qui est intéressant, c'est que entre vous, Nicolas Vanier, qui avez des références dans le film notamment, comme celle de Pierre Rabhi, et puis vous, Philippe Dubois, avec Denise, et quand vous parlez d'elle, vous dites elle a vécu en portant les mêmes valeurs que Henry David Thoreau, Rachel Carson et Pierre Rabhi. Oui. On voit bien qu'on revient toujours à ceux qu'il faudrait lire, relire ou en tout cas découvrir ou redécouvrir et qui nous disent beaucoup. Alors, ce besoin de redevenir paysan, écoutez, il est effectivement au cœur de votre film, Nicolas Vanier. Eh, tu croyais quand même pas que j'allais les laisser dans le purin, tes lingots, non? Regarde ce que j'en fais de ton accord. Ouais. Sauf que maintenant, c'est moi qui te dis mes conditions. Vas-y. Ouais, tu me rends la ferme, je te rends tes lingots, sauf que on met tout au pot commun. Ouais. Et on va où comme ça? Eh ben, on va où? On va que on unit nos familles. C'est beau, ça, non? C'est vrai, les petits sont bien partis, là, pour reprendre la ferme. Non? On dit plus exploitation agricole? Ça suffit d'exploiter. On va redevenir des paysans. Exploitant agricole, tu parles d'une connerie. Mais alors, si t'es plus exploitant agricole, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas faire quoi? Déjà, je vais voir le monde autrement. Et puis, je vais essayer de vivre mes rêves. Vivre ses rêves, redevenir paysan, refuser l'exploitation agricole telle qu'elle est aujourd'hui. On sent aussi dans cet extrait de votre film, Nicolas Vanier, que ça engage la mutation, certes, d'un monde plus viable, mais c'est aussi le faire pour et avec les générations futures. Ce qui y a terrible, effectivement, c'est cette génération-là qui se trouve aujourd'hui à l'école, qui est celle qui va hériter de cette terre qui est malade, mais c'est aussi celle qui va conduire le pays demain. Moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est qu'il y a quelque chose de passionnant dans ce que certains appellent un combat, qui à mon sens n'est pas un combat, mais qui est effectivement une réflexion sur demain. Et j'aime ce chiffre qui nous montre qu'il y a un changement. C'est que les jeunes qui aujourd'hui recherchent un emploi ne regardent pas comme priorité aujourd'hui pour une grande partie d'entre eux le salaire, mais le sens que va avoir leur vie à travailler dans une entreprise plutôt qu'une autre. Et ces jeunes, Philippe l'évoquait tout à l'heure, ce sont effectivement des jeunes agriculteurs comme ceux que j'ai rencontrés qui nous ont aidés sur ce film. D'ailleurs, j'ai repris le nom de cette ferme de la Ronce, que je trouvais formidable, qui sont ces jeunes dont parlait Philippe tout à l'heure, qui ont une vision complètement différente, qui résulte aussi de ces erreurs qui ont été fabriqués, imposés à certains agriculteurs. Philippe Dubois, alors cette génération qui porte beaucoup d'espoir et qui est porteuse d'espoir dans sa façon de considérer notre dépendance à la planète et à sa santé, et en même temps qui n'hésite pas à utiliser une certaine radicalité plus visible dans les oppositions. Vous en parlez aussi dans votre livre de cette désobéissance qui est signe de colère grandissante et peut-être que ça doit passer par là pour dire stop à un moment à ce monde-là. On le voit avec des
des mouvements comme Extinction Rébellion ou comme par exemple Scientifiques en Rébellion. On voit bien qu'aujourd'hui, les scientifiques, eux aussi, descendent dans la rue pour dire ça suffit parce qu'on n'écoute pas leurs résultats, on ne croit pas leurs résultats. Mais moi, ce que je pense, c'est que... Alors, on a beaucoup parlé des paysans, mais moi, je suis aussi donc ornithologue, naturaliste. Et il y a quelque chose dont je voudrais dire 2 mots qui me semble très important, c'est qu'aujourd'hui, pendant très très longtemps, les naturalistes, par exemple en France, 95% des ornithologues sont des hommes. Or, il y a un mouvement qui est en train de se dessiner, d'abord dans les pays anglo-saxons, comme la Grande-Bretagne, et aussi les États-Unis, où c'est les filles et les femmes qui commencent à prendre une paire de jumelles, qui commencent à militer pour la préservation de la nature, etc. Des gardiennes de la Terre. Les gardiennes de la Terre. Et moi, je suis persuadé, écoutez, je vais être très franc, je pense que depuis 5000 ans, la Terre a été gérée par les hommes, les mâles, dans ce patriarcat qui dominait les femmes, qui dominait la nature, qui dominait les espèces, qui dominait les autres hommes, pour certains. Et on voit le résultat que ça donne. Donc je pense que maintenant, il faudrait peut-être laisser un peu plus la parole aux femmes, leur donner quelques siècles pour, si on a le temps, pour... Quelques dizaines d'années, ce serait mieux. Voilà. Puissent les électeurs aux États-Unis vous entendre. Voilà. Puissent les électeurs parler plus fort. Voilà. Est-ce que France Culture oui. On est écouté dans le monde entier, Nicolas Vanier. Et je pense que les femmes, c'est... Je le dis franchement, avec les hommes, nous, les hommes comme alliés, évidemment, mais les femmes représentent pour moi le dernier espoir de sauver cette planète, véritablement. Nicolas Vanier, est-ce que ça vous fait penser peut-être à certains peuples parmi lesquels vous avez vécu et qui aujourd'hui pourraient être des exemples pour nous d'ailleurs? Des exemples, je ne sais pas, parce que moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut revenir à la période de la charrette à cheval. Et même si j'ai vécu très heureux pendant 1 an avec des gens qui n'ont pas d'argent, des éleveurs de rennes qui vivaient au fin fond des montagnes vercueillantes. Oui, il y a une modernité qu'on peut conserver quand même. Voilà, je pense que pour résoudre ces 2 problématiques, 2, parce qu'on consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12, mécaniquement ça ne peut pas durer. Et par ailleurs, le réchauffement climatique, il faut aller dans une direction qui est, une certaine sobriété, la réduction du gaspillage colossal, et 2, utiliser le génie humain, parce que l'homme est capable du pire, on le voit tous les jours, mais il est aussi capable du meilleur. Et j'étais encore il y a quelques jours avec des jeunes ingénieurs qui sont en train de nous fabriquer différentes techniques absolument extraordinaires pour fabriquer de l'énergie, et pas seulement. Et donc voilà, je pense qu'il faut aller dans ces 2 directions. Et l'entraide, le troc, la solidarité à l'échelle locale, vous nous l'avez montré dans votre film. Là aussi, on voit que ce sont des exemples qui existent sur le terrain. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est capital, c'est qu'aujourd'hui, 95% de la richesse est détenue par 5% de la population mondiale. Ces inégalités-là, elles ne sont pas tenables. On ne résoudra pas les problématiques environnementales sans réduire ces inégalités. Ça passe effectivement par une certaine solidarité, par du partage. Les pays riches doivent mettre la main à la poche quand on voit qu'après la COP21, on a accouché de 100 milliards d'aides aux pays pour leur permettre d'accéder à des énergies renouvelables sans passer par les énergies fossiles. 10 fois plus. Et alors même et qu'on n'a même pas réussi à réunir ces 100 milliards, alors même qu'on en a dépensé combien pour... Voilà, des causes qui sont peut-être justes. Je parle par exemple de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe actuellement avec l'Israël terrible de Palestine, etc. On pourrait parler du Covid, on pourrait parler de bien des sujets, mais là on parle plus de centaines de milliards, on parle de milliers de milliards. Et donc il y a quelque chose quand même d'aberrant, et il doit y avoir une redistribution des richesses. C'est absolument essentiel. Est-ce que les 5% sont prêts Est-ce que les 5% sont prêts à céder leurs 95%? Moi je suis toujours optimiste. Est-ce que vous avez vu cet appel de 200 milliardaires qui ont réclamé à être beaucoup plus imposés. Donc voilà, il faut encore une fois se servir de ce terreau positif
pour et en faire des construire, exemples. Et en faire des exemples. Et en faire plus que des exemples, c'est-à-dire des moteurs. Ces personnes, ces mouvements peuvent être des locomotives. Et une locomotive, ça démarre lentement, mais une fois que c'est parti, c'est dur à arrêter. C'est ce à quoi je crois. Oui, parce que notre inconséquence risque d'être meurtrière. Il ne faut pas l'oublier aussi à l'échelle mondiale et dans tous les pays. Et que l'idée que l'écologie est une punition ne peut pas aider à se mettre en marche non plus. Philippe Dubois, si vous aviez un mot à l'attention de Denise, lui délivrer un petit message, là, ce serait lequel? Peut-être qu'elle nous écoute d'ailleurs. Écoutez-moi, c'est que Denise, c'est moi qui lui avais dit cette phrase. Je lui avais dit nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont des nôtres, et nous voyons le mal que lorsqu'il est venu. Et je lui dis vous savez de quand date parce qu'elle me dit mais c'est tellement ça. Je lui dis c'est une phrase qui a été écrite en 1668. Elle me dit c'est pas possible. Et je lui dis vous savez qui l'a écrite? Non. Eh ben c'est Jean de La Fontaine. Et je trouve que cette phrase a une telle actualité que elle en a eu les larmes aux yeux, quoi. Voilà, parce que c'est une femme qui est très sensible et qui est très consciente qu'après elle s'éteindra définitivement un monde qui était quand même un monde dans lequel on a envie de vivre encore, quoi. Oui, elle était heureuse en tout cas, et avec ce vivant des paysages et des écosystèmes. Nicolas Vanier, vous avez tout fait pour rester fidèle à une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Vous la conseillez à ceux qui veulent d'un autre monde ou peut-être aux élèves. Je sais que vous avez toujours eu un engagement aussi auprès des scolaires. Je crois beaucoup, ça a été dit tout à l'heure, ces jeunes paysans, ces enfants, ces écoliers que je rencontre il y a encore quelques jours, qui ont effectivement déjà une conscience bien évidemment différente de la nôtre, parce que nous, on ne savait pas, il y a encore 20 ans, 30 ans, on ne savait pas que nous allions vers ce mur. Même si depuis les années 70-80, le rapport Meadows en 72, etc., mais c'est vrai que Sommet de Rio en 92, ça n'occupait pas l'actualité telle que ça occupe. Jacques Chirac, la maison brûle, mais nous regardons ailleurs. La maison, elle a en grande partie brûlé et on regarde toujours ailleurs. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, une catégorie peut-être spécifique de personnes à qui vous avez envie de dire allez voir mon film là et puis changer un petit peu quand même? Non, il n'y a pas de catégorie particulière. C'est un film qui est définitivement très familial, qu'on peut aller voir avec des enfants à partir de 6 ou 7 ans et qui, de l'aveu même de beaucoup de familles qui ont vu le film, me disent on passe 2 heures à rire, on se fait plaisir, mais on éprouve le besoin très très fort d'en reparler ce soir autour de la table parce qu'il pose des questions qui nous paraissent essentielles. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Il sensibilise. Et on espère bien une suite. Merci à tous les deux. Merci Nicolas Vanier. C'est Le Monde à l'envers. Donc c'est le titre de votre dernier film à voir au cinéma et à lire votre roman du même nom édité chez XO et à conseiller aussi Les Pieds sur Terre, mon encyclopédie de la nature, un mois par mois, toujours chez XO. Philippe Dubois à découvrir votre dernier livre Denise, édité chez Delachaux et Niesley, et à mentionner aussi Les Derniers Paysans, un livre que vous avez conçu avec le photographe Serge Chevalier. Et puis j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller du côté de Saint-Nazaire et découvrir la très belle exposition au Grand Café, le centre d'art contemporain de Saint-Nazaire. En ce moment, donc jusqu'au 5 janvier, une exposition avec les univers végétaux de 3 jeunes artistes d'Amérique du Sud. Et puis bien sûr, comme d'habitude, les références, bibliographie, les liens sont sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, avec bien d'autres émissions sur le sujet à déguster.